Mais il n'y a que le MPEP qui appelle au boycott? Il y a deux partis politiques qui appellent au boycott, le PRCF et le MPEP. Et après, il y a des organisations qui y appellent aussi, à savoir les clubs Penser la France, Comité de Valmy, plus peut-être d'autres encore. Il faut voir le POI. Il faut voir le POI, ce qu'il va faire là. Ça permet de distinguer les gens sérieux et motivés sur les actes majeurs. C'est également très utile contre le FN. Dire, d'accord, vous êtes censé donc être une force hostile à l'Union européenne, etc. Mais vous allez bouffer à la soupe. Et vous cautionnez la légitimité d'une institution dont vous n'arrêtez pas de dire pique-pendre. Personnellement, nous sommes conséquents. Nous disons également pique-pendre de manière d'ailleurs plus approfondie que vous de l'Union européenne, mais nous ne la légitimons pas, nous ne la cautionnons pas. Nous dénonçons la théâtralisation de cette simili-démocratie. Elle est l'institution la plus antidémocratique qu'on ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Union européenne ne devient pas comme par miracle démocratique parce qu'elle a organisé une élection. Les élections, même au niveau national, ne sont pas spécialement démocratiques. Elles ne le sont pas naturellement. On peut démocratiser une élection. Il faut se méfier un peu de ça parce que quand on fait une campagne de boycott, on peut facilement se faire assimiler aux gens qui ne veulent en fait d'aucune élection. Et donc, classiquement, on met les gauchistes dans ce camp-là. Et donc, ah oui, d'accord, le MPF, vous êtes des gauchistes, donc les élections, c'est pas votre affaire. Donc, bon, si on a besoin de rien, on peut compter sur vous. Une élection où il y a un enjeu de pouvoir, c'est une erreur de ne pas y participer, quelle que soit son efficacité démocratique réelle. Quand il n'y a pas d'enjeu de pouvoir dans une élection et qu'il n'y a aucun moyen de démocratiser cette démarche électorale, il ne faut surtout pas y aller. Quels sont les enjeux? Dire qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Pour ceux qui vont et pour ceux qui... C'est un enjeu de communication. Qui décrochent des places. Alors, deux enjeux. D'abord, il y a l'enjeu de ceux qui l'organisent. Donc, oui, ça on l'a vu. Et de la valiser, donc de cautionner, de légitimer une institution qui était légitime. C'est évidemment une source de crédit évidente pour les députés, pour les mouvements politiques qui arrivent à atteindre à rejoindre un groupe, etc. Bon, et une source de crédit tout à fait conséquente, pas anecdotique. Oh bah là, si je t'inventerai le chiffre, là, si je te les sortais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça donne la bave aux lèvres à absolument tout le monde. Puisque ce sont les postes électifs les plus rémunérés, autant au niveau des personnes que des partis, de toutes les... Des personnes, j'ai entendu parler de 30 tous les élus. C'est ça? Oui, autour. Mais il y a également tous les avantages collatéraux, on va dire, qui sont... Donc ça, c'est sûr que ça... voilà. C'est intéressant, mais ce ne serait pas forcément, comment dire, c'est un argument qui pourrait être relativement faible si c'était une institution où se jouaient des enjeux de pouvoir réels. Parce que c'est pas parce que c'est rémunéré qu'il ne faut pas y aller. Il est vrai qu'une partie de ceux qui ne devraient pas y aller sont tentés d'y aller, parce que la carotte est quand même assez luisante et conséquente, quoi. On a envie de la croquer. Ce qui est bien avec les européennes, c'est que c'est une proportionnelle partout dans tous les pays, et une proportionnelle avec en plus donc pas d'enjeu de pouvoir et une rémunération à la clé. Donc ça fait une espèce de sondage grandeur nature, un sondage valorisant, puisqu'il est déformant par rapport aux élections où il y a un enjeu de pouvoir, parce que les gens peuvent se faire plaisir, ils peuvent se dire les Européens, on s'en fout. Donc là, je peux dire que j'aime bien les Verts, je peux dire que j'aime bien ceci, cela. Une élection où il y aura un enjeu de pouvoir réel au second tour, on se dira, je les aime bien, mais là, je vais, voilà. Donc ça étouffe certaines préférences pour des partis qui seraient minoritaires dans une situation qui ne serait pas proportionnelle. Donc c'est l'occasion pour plein de partis relativement minoritaire de dire on existe, on est là. C'est l'argument numéro 2, c'est l'avantage qu'on aurait eu si on s'était présenté. Qu'on aurait cru pouvoir avoir. Si on s'était présenté. Mais il faut bien voir que c'est quand même une victoire en peau de lapin, ce genre de truc. Voilà. D'ailleurs, on sait très bien que les grandes victoires électorales aux élections européennes ne débouchent sur rien, aux législatives, aux présidentielles suivantes. C'est-à-dire que c'était un coup pour rien, un coup dans l'eau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait ces chiffres-là. Une élection n'est pas une occasion de s'exprimer,
c'est une occasion d'agir politiquement. C'est pas encore une fois, sinon il y a des sondages pour s'exprimer, En fait, des blogs. par exemple, si les écologistes font beaucoup plus aux européennes, c'est bien parce que, d'une certaine manière... Les gens sont sensibles à l'écologie. Oui, mais on sensible à l'écologie, mais n'empêche que pour les autres élections, ils vont voter utile. Là, ils savent qu'ils sont... que le nombre d'élus sera proportionnel au nombre de voix. C'est une action, l'élection. Non, tout à fait. Mais c'est pas un avis, c'est une action. Peut-être, mais enfin, tu ne peux pas complètement faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Je veux dire, les gens qui votent écolo aux européennes, ils savent très bien qu'ils ne vont pas arriver à 50%. Ils pourraient s'ils amenaient tout le monde avec eux. Je pense que c'est beaucoup plus important de regarder l'action politique directe, disons, qui permet de prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus s'inscrire ou ne vont pas s'inscrire. Donc ceux-là, ils ne sont pas comptés dans ceux qui vont s'abstenir, puisque bon, ils ne sont pas... Ils disparaissent de la carte. Ils disparaissent, ils ne sont plus... ils n'existent plus. Donc, à vouloir faire une action politique forte, ça vaut quand même aussi le coup de dénoncer, de revenir à ce qui, comme tu le dis, à ce qui est la cause de cette désaffection, de ce manque de représentation, de fait qui fait société intéressante politiquement. Et donc c'est pour ça que la campagne de boycott peut amener des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent remettre des pendules à l'heure. Tout à fait. En plus, c'est nouveau, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait. Oui, et par contre, ce qui a été fait, c'est que les principaux partis qui se présentent à ces élections ont un passé, c'est-à-dire qu'ils ont des représentants dans les élections européennes, et donc il serait, je pense, assez intéressant, je pense que c'est prévu d'ailleurs, de faire le bilan de leur action. Qu'est-ce que finalement on nous demande de voter, on nous critique de ne pas voter pour soi-disant donner un soi-disant mandat à des gens sur un pseudo-programme, mais ces gens-là, c'est pas la première fois qu'on vote pour les élections européennes. Ils ont déjà un passif. Et quand on regarde les actions, entre guillemets, des représentants du Front National au Parlement européen, d'abord, le seul truc intéressant, c'est les discours qu'ils ont pu faire, les choix qu'ils ont pu faire dans le non-choix global de cette institution, et qui sont en désaccord total avec leur politique, ce qu'ils prônent au niveau national. Donc, et les autres partis, c'est pareil. Le Front de gauche a des représentants, pas directement en tant que tel, mais a des représentants au Parlement européen. L'UMP a des représentants au Parlement européen. Le PS a des représentants au Parlement européen. Qu'est-ce qu'il en est sorti de ça? Ce n'est pas les premières élections. Il y a un bilan complet de qu'est-ce que ça a fait avancer. Quelles ont été les actions? Il y a eu quand même un nom qui a été prononcé en France. Ces personnes-là étaient quand même nos représentantes. Comment elles ont fait avancer le nom? Les forces du nom. Comment ont-ils donné une traduction politique, par la suite? C'est ces mêmes personnes qui ont déjà bénéficié de nos voix, qui nous reprochent à nous de boycotter. Mais moi, je leur retourne le compliment. Bon, et votre bilan, c'est quoi? Mais qu'ils ont quand même prononcé des paroles fortes. Oui. Lesquelles? Contre lesquelles on n'est pas... Bah si, il y a quand même des choses qui ont été dites. Tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas prononcés, même au Parlement européen. Ça arrive peut-être à rien, mais au moins ils se sont quand même prononcés. Et là c'est pareil, le rôle d'un député n'est pas d'avoir une tribune pour faire des beaux discours. Le but d'un député, c'est de fabriquer des lois qui correspondent à un courant politique qu'il est censé incarner. Ils ont quand même un pouvoir, on va dire, limitateur, parce que s'il n'y avait même pas ces députés européens, ça serait certainement pire. Mais ce pouvoir limitateur est très toxique, parce qu'il légitime une procédure où tu es perdant forcément.
Donc il légitime une procédure. On se dit, il y a la résistance, donc on va compter sur cette résistance. Non, il ne faut pas compter sur cette résistance. Non, mais si elle n'existait même pas, cette résistance, imagine que ça n'existe pas. Eh bien, les jeux seront clairs. Les jeux seraient clairs. Ça a fait virer la commission. Est-ce que tu crois que ce serait plus simple pour se battre? Et bien sûr, quand il n'y a pas de contre-pouvoir, mais une apparence de contre-pouvoir, la situation est beaucoup plus toxique quand il n'y a pas aucune apparence de contre-pouvoir. Là, au moins, on sait que c'est un pouvoir discrétionnaire, voilà, tyrannique, et en principe, et dans les faits, et c'est visible. Quand il y a une apparence de contre-pouvoir, de dire mais quand même on limite la casse, regardez, vous avez vu en 2002, j'ai pu limiter le truc, et ça super, voilà, et le résultat de la machine globale, c'est une pente vertigineuse vers une situation qui est catastrophique, et qui n'est catastrophique que parce que les institutions ne correspondent pas à la possibilité d'un rapport de force efficace. Donc les gens qui disent oui, s'il y a un petit rapport de force, tout de même, je suis capable de faire, je sais pas quoi, là, de limiter la page 2 du truc et en sauvant la moitié d'un pêcheur à Clouduc, machin. Il dit, si on était plus nombreux, j'y arriverais mieux. Non, s'ils étaient plus nombreux, ils n'arriveraient pas mieux. Ils n'ont pas l'initiative des lois. Si on croit qu'il y a des capacités de contre-pouvoir dans une structure qui ne produit que du négatif, on est moins efficace que quand on se dit ça ne va produire que du négatif, il faut démonter la machine. Et donc ces gens-là sont là pour nous empêcher d'avoir l'idée directe, simple et évidente de dire il faut démonter cette machine à produire du négatif.